monde, on se retrouve pour on est au 4e atelier, je sais même plus, c'était tellement intéressant tout ce qu'on a eu avant. Et surtout, restez attentifs parce que ça monte crescendo, c'est incroyable. Donc, atelier numéro 4, promouvoir son entreprise en ligne. Comment s'y retrouver ? On se retrouve avec 2 stars sur scène. On a Aurélie, qui est cofondatrice de Rive Droite. Rive Droite, c'est une marque de sacs et accessoires mixtes fabriqués avec des matières recyclées, upcyclées par des couturiers en situation professionnelle précaire. Et moi, je suis une grande fan. Je porte tout le temps ma banane, donc je l'ai même amenée sur scène. Voilà, comme ça, j'ai toutes mes affaires à dispo, si vous vous demandiez ce qu'elle faisait. Donc Aurélie, et on a Mathieu Stéphanie, et en vrai, j'ai la pression de ouf d'interviewer Mathieu Stéphanie, parce que c'est le président exécutif de Cosa Vostra, une agence de conseil et marketing digital. Mais il est surtout devenu une figure de l'entrepreneuriat avec son podcast Génération Do It Yourself. Est-ce que vous connaissez le podcast Génération Do It Yourself ? Ouais, vous connaissez tous. Donc vous comprenez que j'ai la pression d'interviewer Mathieu Stéphanie. C'est trop sympa. On m'entend ? Ouais, on t'entend. Moi, je suis déçu, c'est ce que je te disais, qu'il y ait tant de gens qui connaissent, parce que moi, je recrute, en fait. Je veux des nouveaux, des gens qui ne connaissent pas. Moi, je suis tellement contente de te rencontrer. J'écoute tes podcasts. Il me dit, ben non, tu me connais déjà. Bah oui, désolé. Bon, il y en a peut-être qui ne connaissaient pas ce podcast. Maintenant, il faut aller l'écouter. Voilà, parce qu'il vient en recrutement ici. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'être là. Moi, je suis trop contente de vous avoir. Merci à vous. Je vais commencer par une question, mais je l'ai déjà un peu faite, mais vous allez certainement rentrer beaucoup plus en détail que moi. Est-ce que vous pouvez chacun présenter vos boîtes et surtout, pourquoi vous vous êtes lancé dans ces aventures ? Aurélie. Alors, déjà, bonjour à tous. Merci à Conto de nous avoir invités. Je suis ravie d'être là avec vous. Donc, moi, je suis Aurélie, l'une des 3 fondatrices de Rive Droite. Rive Droite, c'est un label de mode éco-conçu avec une très forte mission sociale. Donc, on crée une gamme de sacs et d'accessoires qui sont confectionnés à partir de matières recyclées et upcyclées. Ils sont confectionnés par des couturiers qui étaient en situation professionnelle précaire et qu'on accompagne vers l'entrepreneuriat. On les aide à créer leur propre atelier à eux pour qu'ils deviennent eux-mêmes entrepreneurs. On les aide via un système de microcrédit, accompagnement administratif, etc. Pour leur donner les clés de leur vie professionnelle. Donc les sacs et accessoires que nous produisons sont des intemporels, au prix juste, c'est hyper important pour nous quand on parle de durable. Et on les a pensés pour les tribus contemporaines qui sont en quête d'une consommation plus juste, plus durable, mais sans abdiquer le goût des belles choses. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si ce que je vous n'ai pas dit, c'est que Rive Droite s'est un peu étoffé aussi au fil de l'eau. On travaille aussi en B2B avec d'autres sociétés qui, parfois, ne savent pas trop comment prendre le tournant du durable et donc ils nous appellent pour commencer à transformer ou leur chaîne, ou leur gift, ou leur approche, etc. Donc c'est un pan de notre activité qui est venu un peu spontanément, mais qui est en forte croissance aujourd'hui chez nous. Vous faites aussi du conseil ? Pas du conseil, de la création de... Ah, de la création de... Ouais, la création de produits ou de toute autre demande qui nous est faite. Super, merci Aurélie. Merci. Mathieu. Moi, je suis Mathieu Stéphanie, donc je suis entrepreneur depuis 2005 dans la tech. La société dont tu parles tout à l'heure s'appelle Cosa Vostra, qui est une agence digitale que je préside. Donc je suis plus le CEO, c'est mon associé depuis Laurent, pardon, François est un autre associé, depuis 2 ans qui est le CEO. Et désormais je suis le CEO d'une société qui s'appelle Alvo, qu'on a lancée la semaine dernière, qui fait de la fusion-acquisition dans les small caps, donc transmission d'entreprise, achat-vente d'entreprise. On veut créer un peu les Échos ont mis le bon coin de la cession d'entreprise, c'est un peu l'idée. Et puis voilà, on crée une entreprise par an depuis 2013 ou 2014 avec mes associés, en plus de projets immobiliers, en plus de projets de podcasts, de médias, etc. Donc on est une bonne bande d'entrepreneurs. Et voilà, et je remercie aussi Conto de nous inviter ici parce qu'on est content d'être. C'est très beau chez vous, c'est encore mieux qu'avant. J'aime bien les beaux bureaux, mais là je suis un peu... Ouais. À tous ceux qui sont derrière la caméra, désolé, derrière vos écrans, vous ne voyez pas les bureaux, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment pas mal. Du coup, Mathieu, en fait, tu as 1000 vies, si je comprends bien. C'était quoi ta première boîte ? En fait, pourquoi tu t'es lancé ? C'était quoi ta motivation ? Je crois que j'avais pas le choix, en fait. En l'occurrence, j'avais pas le choix. Non, mais c'est vrai, j'avais pas le choix déjà parce que je suis ingérable, je pense. C'est-à-dire que on peut pas manager. Personne n'a jamais envie de manager. Je pense que. Mais c'est un handicap. C'est-à-dire que je pense que je suis ingérable pour un N+1, donc du coup, il y a un moment, tu vois, tu te rends à l'évidence, exactement. Et puis après, je suis trop curieux pour rester sur un truc où on me dit, il faut que tu fasses ça.
Et donc, typiquement, Cosa Vostra, si j'en suis plus le CEO, c'est une fuite lamentable parce que gérer une boîte de 100 personnes, c'est un truc qui m'intéresse. Enfin, pas vraiment. Moi, je suis un vrai créateur, un vrai entrepreneur dans l'âme. Et donc, ce que j'aime, c'est plus les débuts, sont les rencontres. C'est une forme de créativité, hein, réellement. Créativité très business, mais une forme de créativité que j'assume aujourd'hui plus facilement. En revanche, tout ce qui est processisation, gérer un CSE, tout ça, c'est pas les choses qui m'enchantent au quotidien. Ok. Voilà, ouais. Et Aurélie, alors le sujet de cet atelier, c'est promouvoir son entreprise en ligne. Comment Rive Droite communique en ligne avec ses clients? Ah, la question qui tue. Nous, on s'est lancé. Alors, nous, on a un parcours un peu différent. Moi, je ne suis pas une entrepreneuse dans l'âme. Je ne me suis jamais vue entrepreneuse pour le coup. Donc, ceci est un message à tous les gens qui disent qu'on est né pour être entrepreneur. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai bossé pendant 10 ans dans l'industrie de la beauté, dans des boîtes très classiques. Et puis, en fait, l'entrepreneuriat est venu par cette fameuse quête de sens, on va dire, qui fait que je ne me retrouvais plus dans les boîtes dans lesquelles je bossais. Et surtout, je me disais, qu'est-ce que je fais moi au quotidien pour contribuer à rendre le monde dans lequel on vit un tout petit peu meilleur. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire parce que moi, ça m'a beaucoup frustrée au démarrage quand j'entendais des entrepreneurs dire « mais s'ils ont la vocation, c'est formidable ». Pas du tout, on peut le devenir après. Et donc moi, je me suis lancée de façon très spontanée parce que mes associés, c'est l'une de mes associées qui m'a appelée pour me parler de son projet qui n'était pas écrit au démarrage et qui me dit « j'en ai fait un peu le tour moi aussi, j'ai envie de me lancer ». Et moi, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je lui ai dit « ok, super, je viens avec toi ». Donc c'était vraiment pas écrit et pas prévu, comme quoi des fois, il faut écouter sa petite voix intérieure. En tout cas, je l'écoute beaucoup plus depuis que je suis moi-même entrepreneuse plutôt que quand je travaillais dans des grosses structures. Petite parenthèse. Du coup, nous, on s'est lancé de façon très organique pour le coup, sur tous les sujets et notamment la communication en ligne. Pourquoi très organique? Parce qu'en fait, on s'est lancé à 3 et on a été quand même beaucoup au démarrage 3. À faire un peu 1000 métiers et 1000 choses qu'on n'avait jamais appris à faire et qu'on ne savait pas faire. Et surtout, on s'est lancé en fonds propres avec pas beaucoup d'argent pour monter un système qui quand même est un système assez gros, qui est de dire nous, on maîtrise notre chaîne de A à Z. C'est-à-dire qu'on maîtrise le sourcing des matières, la chaîne de confection avec tout ce réseau de couturiers qui n'existait pas, qu'il a fallu fédérer. Et je vous garantis que donc, ils sont au Maroc. C'est un vrai truc de structurer tout ça. Donc en fait, on a peu communiqué en ligne au début parce qu'on était vraiment le nez dans le guidon en se disant ce qui est fondamental pour nous, parce qu'on avait une vision quand même de long terme, c'est de créer les fondements de ce business. Et les fondements de ce business sont le réseau de sourcing de matières premières, c'est la clé quand on monte une marque de mode, et le réseau de confection et la façon dont on va produire pour qu'il soit conforme à nos valeurs d'une part, c'est hyper important bien évidemment, mais qu'il soit scalable et qu'on puisse en faire un modèle de prod qui va suivre la croissance. Donc ça, je vous l'ai fait en 2 minutes, ça nous a pris 2 ans et demi et concrètement, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc ça, c'est vraiment... et ce qui fait que c'est un peu le sujet de fond quand je me dis notre taille de boîte fait qu'on devrait avoir 12 plateformes digitales et communiquer sur 14 réseaux sociaux. Non, c'est pas le cas. À date, on communique majoritairement sur Instagram, qui est la plateforme la plus naturelle vers laquelle on est allé quand on s'est lancé, parce que, alors ça a beaucoup changé depuis, on s'est lancé en 2016, mais en tout cas c'était là où étaient nos clients déjà, donc forcément, en tout cas notre cible, parce qu'on n'avait pas forcément de clients au démarrage. Et on a tout de suite misé, nous, sur une synergie avec le physique, c'est-à-dire qu'on est une marque très omnicanale, donc on ne mise pas tout directement sur le digital parce qu'on considère aujourd'hui que nos clients ils sont partout et qu'on avait très envie dès le départ de construire cette communauté à la fois en s'appuyant sur un réseau physique, donc de revendeurs. On n'a pas mené nous-mêmes nos boutiques parce qu'on n'avait pas les fonds pour ça. Mais donc voilà, donc on l'a construit vraiment comme ça de façon très organique. Et parce qu'on était mobilisé sur 1000 sujets, on a commencé à faire du paid sur le social il y a 2 ans à peine. Donc voilà, donc on est vraiment allé les chercher petit à petit, tout doucement, tranquillement. On a eu un vrai accélérateur au moment du confinement, je pense comme beaucoup de marques. Après ce moment de panique attaque, quand on est une marque de sac week-end, qu'on nous annonce qu'on est confiné, on a senti là la puissance de notre communauté, que tu as dû ressentir toi aussi, j'imagine, parce que c'était une période assez folle pour les marques. Et là, on s'est dit, OK, il y a un vrai truc. Et donc, moi, j'ai tout lâché, tout ce sur quoi j'étais, et j'ai passé ma vie à communiquer avec mes clients, moi en direct de 7h du mat à 23h.
à leur parler, à savoir ce dont ils avaient envie, à leur poser aussi toutes les questions que nous on avait, parce que cette période était aussi assez folle de se dire est-ce que je continue à faire fonctionner mon e-commerce, oui, non, et si je le fais pour quelles raisons, et qu'est-ce que je... Enfin bon, bref, il y a plein toutes les boîtes se posaient exactement toutes les boîtes, mais du coup, ça nous a... Là où on le faisait pas forcément spontanément, parce qu'on était très engagés sur beaucoup d'autres sujets, là, l'urgence était telle que c'est là où vraiment on a un peu basculé notre modèle là-dessus. Et après, on a continué évidemment sur cette plateforme-là, et on a aussi beaucoup travaillé, enfin non pas beaucoup d'ailleurs, mais on est en train de retravailler notre CRM. Moi, j'ai bossé toute ma vie en CRM, et donc c'est le sujet qui est le moins adressé aujourd'hui, donc c'est un peu bête. Mais comme quoi, on fait pas mal d'erreurs quand on se lance, c'est pas grave. En tout cas, on priorise, mais voilà, pour avoir cette confrontation en direct. Après, ce qu'on fait aussi, et je trouve que c'est hyper intéressant, et d'ailleurs on l'a fait ensemble il n'y a pas longtemps, c'est que on communique aussi avec nos clients, pas forcément sur nos propres écosystèmes. On va voir nos audiences là où elles sont, et on sait que nos audiences, elles peuvent être chez la communauté de Respire. Donc on a fait une OP ensemble il n'y a pas longtemps, mais au-delà du fait que c'est win-win pour nos deux marques, bien évidemment, on a une affinité de cible. Il y a aussi cette vision sous-jacente chez Rive Droite qui est de dire le business doit être collectif. Et je pense qu'aujourd'hui, le business doit être collectif parce que personne ne peut avancer son business. En tout cas, quand on a une vraie dimension durable, engagée sur la santé, etc. Donc voilà, c'est aussi une vision qui fait qu'on a envie de se mettre en place des partenariats avec d'autres marques ou d'autres partenaires pour pouvoir communiquer. En effet, et tu as raison de le dire, il y a beaucoup de touchpoints avec notre communauté. Ce n'est pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi via les communautés d'autres marques partenaires, via le CRM, et on pourra s'en reparler parce qu'en effet, tu as raison, on n'en parle pas assez du CRM, mais ça convertit plutôt pas mal et c'est très important et ça coûte pas cher du tout. Mais on va passer à Mathieu. Est-ce que toi, quels sont tes conseils pour promouvoir son entreprise en ligne ? J'ai un conseil de dire ce qu'il ne faut pas faire, c'est de parler de soi, tu vois, ou de parler de ses produits. Non, justement, tu parles pas de. Justement, tu parles de tes challenges, de tes défis. Si tu parlais de Respire, de déodorant, en fait, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est assez clair. Si tu dis, regardez comme il est bien conçu, il est beau. Regardez, en plus, il s'ouvre, il se retourne, il se pose à l'envers, c'est intelligent, tout, il est vert. Tu vois, enfin, en fait, on se marre comme ça, mais c'est une erreur. Moi, j'ai plein de clients qui viennent chez Cosa Vostra en disant, je veux faire des podcasts ou des contenus, et puis ils te disent, bah ouais, je suis Chanel, je veux parler de Chanel. À la limite, Chanel, on peut parler de Chanel et faire des trucs à peu près intéressants. C'est un mauvais exemple, mais je suis Carrefour, je veux parler de Carrefour, c'est moi. Ou tu vois, et donc en fait, ça c'est le lieu commun. C'est-à-dire qu'en fait, souvent tu dis, je veux créer du contenu en ligne, je veux créer des communautés. Donc, qu'est-ce que je veux ? C'est générer du business avec tout ça. C'est un peu le sujet du jour. Et si je veux générer du business avec tout ça, il faut intéresser les gens. Et donc, il faut trouver un peu déjà à qui on parle, à qui on veut s'adresser. Il faut avoir envie de le faire aussi, parce que ça, sinon, tu te forces un peu. Et surtout, tu vois, moi, mon fonds de commerce, en fait, je vends de l'intelligence. Moi, je fais du conseil, de la créativité. Une agence, en fait, on vend de l'intelligence et de la créativité. Donc, tu dois aller chercher des gens qui voient le futur, dans les start-upers, il y a un bon vivier, en fait, de gens qui comprennent la tech, qui comprennent tout ça. Donc, et puis, aller vraiment profond là-dedans. Donc, moi, je suis allé sur des formats qui étaient assez inconnus, voire totalement ubuesques, qui étaient vraiment du format très long et très long, pour essayer d'aller loin dans les interactions avec mes invités. Et après, évidemment, je parle de moi, on me le reproche d'ailleurs de temps en temps un peu trop, mais ça, c'est aussi une autre manière de faire dans les contenus. Mais c'est vraiment très différent. Et l'idée, c'est vraiment ça, je pense, c'est d'être capable de vendre un savoir. Tu prends Red Bull dans un autre univers, Red Bull, ils passent pas leur vie à dire ma boisson, elle est bonne, elle améliore le temps de réaction, c'est super. Non, elle va sur des valeurs qui sont proches. Le sport extrême, parce que dans le sport extrême, indirectement, le message, c'est dire si tu bois du Red Bull, tu vas être plus vif, caféine, tac, 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 hop, et puis tu vas tourner plus vite au prochain virage, et voilà, donc c'est un peu l'idée. Donc ça, je pense, c'est vraiment choisir les médiums sur lesquels on est à l'aise, et après, tu vas se concentrer d'abord sur le médium sur lequel on est à l'aise. Moi, c'était le podcast. Au début, j'avais même pas de site internet, j'avais rien, j'avais un podcast jusqu'à 50, 60 épisodes, je sais pas, vraiment, après, j'ai mis en ligne un site, puis maintenant, on fait du TikTok, du YouTube, on rajoute un certain nombre de choses, j'ai une équipe qui bosse là-dessus, j'ai un deuxième podcast qui s'appelle La Martingale, voilà, et donc on grossit là-dessus, et le truc de ouf, c'est que ça crée une valeur, donc ce qu'on appelle la creators economy, qui est j'allais dire irréversible, c'est pas vrai, il y a
un truc par-dessus tout qu'il faut pas rompre, c'est le trust, quoi. C'est la confiance. C'est vraiment quelque chose sur lequel moi je fais très attention. Mes invités, mes sponsors, tout est super transparent. Quand c'est un sponsor, c'est un sponsor. Quand je parle de Conto à mes auditeurs, je parle de Conto parce que j'adore Conto. Je suis super content. Je parle de Cowboy. Je suis pas sponsorisé par Cowboy. Mon vélo, il est trop beau, mais je les emmerde pour qu'ils me sponsorisent parce que je les adore. Donc voilà. D'ailleurs, je devrais pas en parler parce qu'ils me payent pas. Et donc c'est un peu l'idée. Mais voilà, c'est toujours le truc, c'est d'être toujours très très droit dans ses bottes, dans l'approche. Et voilà, quand tu romps cette confiance, en revanche, derrière, surtout qu'on est dans le business, donc tu la romps généralement pour des histoires d'argent, derrière, t'es carbo. C'est fini, il y en a eu plusieurs qui l'ont fait, en France et ailleurs, mais donc ça, c'est vraiment, vraiment pour moi, le truc le plus important. Et toi qui a accompagné beaucoup d'entreprises, qui a interviewé énormément de fondateurs, de dirigeants, est-ce que tu as un exemple d'une marque, d'une histoire qui t'a marqué sur la promotion de son entreprise en ligne? Toutes les DNVB dont vous faites partie toutes les deux, ont quand même, tu vois, William Ovett chez Asphalt, on va avoir Clara Blockman chez Isée, qui font encore ce qu'elle fait sur Insta. Isée, c'est merveilleux, c'est super beau, je trouve. On va avoir... donc, toutes ces personnes sont là-dessus. Après, on a aussi des entrepreneurs sur d'autres typologies de business, comme Anthony Bourbon, Feed, ou Carole Juge sur June. On va voir tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà. Et certains qui, en plus, il y en a pour tous. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'hésitent pas à faire du fast cam, ce qui va gaver du monde. Moi, mes potes, quand je commence à faire ça, ils se moquent de moi, etc., en me disant vas-y, arrête de nous emmerder avec tes conseils à la con. Voilà. Et pourtant, c'est ce que me demandent les plateformes aussi. Et puis, en fait, ce que demandent aussi de temps en temps un peu tes communautés. Donc, tu es toujours un peu au bout d'un moment, entre ce que tu veux faire, ce qui va faire de l'audience. Il faut essayer aussi là-dessus d'être honnête avec toi-même, toujours, de rester dans tout ça, ce qui n'est pas toujours facile. Mais là, on arrive dans des niveaux où en fait, on vient de chercher, c'est encore différent. Mais déjà, au début, je pense que la clé, c'est de produire, quoi. Ouais. Et moi, ce que je peux vous dire, parce que certains d'entre vous, à chaque fois, m'ont la même remarque, c'est « ouais, mais pour toi, c'est facile ». Ça n'a jamais été facile, quoi. Faire mon premier podcast, c'était pas facile. Faire ma première newsletter, c'était pas facile. Honnêtement, la newsletter, quand je l'ai envoyée la première fois, je sais pas, il y avait 20 personnes, il y en a un peu moins de 10 000, ça reste une petite newsletter. Ouais. Mais quand je l'ai envoyée la première fois, je me dis « mais c'est pourri, je peux pas envoyer ce truc-là ». Et puis aujourd'hui, à chaque fois encore, souvent, je me dis je l'envoie le dimanche à 11h. Et voilà. Et en revanche, c'est du grain à moudre, pareil, intellectuel. Ça me force à faire des choses mieux. C'est fantastique, c'est merveilleux. Ouais. Mais voilà, c'est pas facile. Ça, c'est sûr que c'est pas facile. Mais en revanche, c'est un super exercice, très résilient. Donc, moi, vraiment... C'est ça. Et c'est d'autant moins facile, je trouve, en tout cas sur le social, que les plateformes évoluent tellement vite qu'on est tout le temps, enfin en tout cas, on en a parlé longuement, mais on peut être, en tout cas nous on l'a été, désemparé, déboussolé en disant mais je comprends pas, là c'est un fail absolu alors que j'y ai mis tellement d'énergie et je fais un truc en 2 secondes et demie qui est pas beau et qui rentre pas dans ma charte graphique et qui cartonne. Donc bon, c'est fatigant, il faut balancer le truc, mais ce que je trouve intéressant in fine, parce que j'essaie toujours de trouver du positif de ces situations, c'est que ça oblige les marques, les créateurs de contenu à se renouveler tout le temps. Nous, on est alors il faut trouver la bonne limite, parce que des fois c'est prise de tête, mais on est en stress, pas le bon mot, mais en réflexion permanente de se dire ça, comment je le fais, comment je communique là-dessus, Enfin, je pense que pour toi c'est pareil, mais je trouve que c'est très challengeant. Il faut arriver à trouver le bon équilibre parce que parfois ça prend la tête au sens propre du terme. Ça peut être très vite schizophrénique de se dire mais comment j'adapte mon contenu, à quelle plateforme. Et du coup, ça me fait rebondir sur une question. Tout à l'heure, vous en avez un peu tous les deux parlé. Donc toi, c'est Instagram, la plateforme sur laquelle vous vous êtes concentrés, vous vous concentrez toujours. Toi, tu parlais du médium, donc qui a été le podcast. Donc si je comprends bien le conseil, déjà, ce serait de choisir son médium, sa plateforme. Mais comment vous avez choisi? Pourquoi le podcast? Pourquoi Instagram? Pourquoi pas une autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Instagram en 2016, c'était très, très naturel parce que notre clientèle cible était sur Instagram et que c'était le média le plus adapté à une marque de mode qui prônait, alors ça a beaucoup changé, mais qui prônait le beau, les beaux visuels, l'aspirationnel. Donc on s'est dit spontanément qu'on en allait là-dessus. Ouais. Et il y a un truc aussi, c'est que comme on l'a fait nous-mêmes beaucoup au début, en fait on va vers ce vers quoi on est à l'aise. Donc très clairement, ça a été une grosse frustration quand même pendant longtemps de se dire mais pourquoi on n'a pas développé et déployé sur beaucoup d'autres plateformes additionnelles. Mais en fait, je pense qu'il faut le faire à son rythme et donc nous, on l'a fait comme ça. En étant très parce focus. Que je pense qu'il ne faut pas se disperser. Enfin, en tout cas,
moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas se disperser. Quitte à faire une plateforme, il faut la faire bien et la travailler. Et il y a tellement d'apprentissage à avoir déjà. C'est un test and learn permanent, en fait. Donc si on n'a pas, pour adresser plusieurs plateformes, je pense qu'il faut avoir soit être focus là-dessus et ne faire que ça, soit avoir des grosses équipes parce qu'il faut produire tout ce contenu-là. Et quand on veut produire du contenu qui fait sens, où on se prend beaucoup la tête sur la qualité du contenu, que ce soit dans les shootings, les visuels produits, les vidéos, les contenus art de vivre, les contenus sur les engagements, enfin... Voilà, je pense que, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais après, le biais de tout ça, c'est de se dire, en fait, si on commence par une, c'est qu'après, les perspectives de développement sont hyper intéressantes et on a quand même des key learnings de la première pour pouvoir aller sur d'autres. Et après aussi, il faut admettre, en tout cas, nous, c'est la réflexion dans laquelle on est en ce moment, c'est de se dire, il y en a sur lesquels je ne suis pas compétente, j'y comprends rien, je me sens trop vieille, très clairement. Donc, il faut se faire accompagner. C'est ça, je pense. Ouais. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu penses de cette approche? Donc, juste un seul canal, tu es allé sur le podcast. Pourquoi le podcast? Et à quel moment tu as commencé à aller sur les autres plateformes? En fait, je suis allé sur le podcast parce que j'en écoutais, moi, beaucoup, depuis 2013, 2014, plein de podcasts américains. Et je ne comprenais pas vraiment pourquoi il n'y en avait pas en français. Donc, avec ce syndrome de l'imposteur qu'on connaît tous un peu, je me disais, bon, il y a bien un idiot qui va le sortir un jour. Et puis, il se trouve qu'un jour, je me suis dit, mais je pourrais être cet idiot. Tu vois. Et donc, je me suis lancé. Et il se trouve qu'il y en avait vraiment très... Alors, il y avait toute une première vague de podcasteurs 2006-2007 qui sont restés, vraiment les super geeks. Parce qu'à l'époque, on parlait d'iPod. Hein, tu pouvais même pas le télécharger, il fallait brancher ton device à l'ordinateur. Enfin, c'était pas encore... Voilà, c'était vraiment... Et donc, la deuxième vague vient vraiment avec le Wi-Fi, le Bluetooth, les smartphones, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a un jeu à faire. Mais moi, j'ai toujours été très early là-dessus. C'est-à-dire que j'ai été sur... je crois LinkedIn en 2005, Facebook en 2006 ou 2007, Twitter en 2007, Instagram en 2011, je crois. Enfin, tout ça doit être vérifiable d'ailleurs. Et donc à chaque fois, je testais les trucs, j'avais l'impression de comprendre. Et là, je me suis dit attends. Et après, j'ai arrêté parce que je me disais c'est bon, j'ai compris, je passe à autre chose. Et en fait, là, je me suis dit non, je vais continuer un peu quand même. Mais en fait, je me fais un malin plaisir déjà à faire un truc tout seul à chaque fois. Pour mes équipes, etc., leur prouver qu'en fait, tu vois, j'ai pas besoin de sortir le grand jeu avec plein de monde, etc., la grosse prod, et dire, OK, regarde, moi, j'ai les 50 premiers épisodes de Génération du Turcel, je les ai fait tout seul. Les invités, la sortie, tout, la musique, la mise en ligne, les montages, je monte pas trop. C'est aussi pour ça que je monte pas trop, d'ailleurs, parce que je suis flemmard. Et du coup, voilà, j'étais vraiment dans un truc permanent. Et je pense que c'est quand même un des secrets d'être capable de faire les choses tout seul. Sinon, à chaque fois, tu vas faire une grosse prod, tu vas faire venir du monde, caler les agendas, etc., etc. Le plus simple, c'est, tu regardes les comptes TikTok qui fonctionnent, en fait, ils te font un face cam seul, etc. Et moi, je pense qu'il faut, typiquement, en ce moment, il faut quand même à fond essayer TikTok. Et c'est pas encore trop tard, mais il y a juste une loi assez simple, c'est que sur une plateforme, quand tu as beaucoup de demandes et très peu d'offres, si tu balances un truc en ligne, tu vas être tout de suite vu par... c'est simple, vous faites le test, vous mettez les mêmes contenus sur Instagram et sur TikTok pendant 100 jours d'affilée, vous essayez tous les jours, vous verrez la différence de gains. Simple, nous on a fait ça, j'ai fait 10 000 followers de plus sur TikTok en 6 mois que sur Instagram, donc c'est vraiment, voilà, c'est très lambda. Et en plus, on se dit TikTok c'est que pour les jeunes, mais en fait ces jeunes, on l'a vu, il y a 10 ans, c'était la même chose sur Instagram, ces jeunes ils vont vieillir, dans 5-6 ans, ils auront une valeur de ouf. Et quand on arrive tôt sur ces plateformes, on gagne de ce qu'on appelle de l'or organique. On n'a pas à payer pour gagner des grosses communautés. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, il faut quand même toujours un peu scruter les nouvelles tendances, les newsletters qui sont revenus récemment, il y a 2-3 ans. Voilà, toutes ces choses-là qu'il faut pas de scruter. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as dupliqué le contenu que tu mettais sur Instagram, sur TikTok. Donc parfois, il ne faut pas non plus se creuser la tête et se dire si je vais sur des plateformes différentes, il va falloir que j'adapte un contenu à chaque plateforme. Moi, ce que je dis tout le temps à mon équipe, c'est on crée du contenu et il faut que ce soit du contenu 360 qui soit déclinable sur les différentes plateformes. Sinon, on perd trop de temps, on met trop d'énergie et en fait, il faut faire au plus simple. Mais tu vois, typiquement, en ce moment, moi, je souffre sur TikTok dans le sens où, en fait, ce contenu, il n'est pas complètement adapté à TikTok et que TikTok est un endroit où on fait du fast cam quand même. Pour moi, faire du fast cam, typiquement, je ne sais pas, un truc que je ne sais pas faire, alors qu'il suffirait que je me mette 2 jours, d'avoir ce truc en cercle là, avec la ring light, avec mon téléphone, me mettre devant. En fait, là, il faut qu'on arrive avec des 2 caméras
caméras. On a des caméras maintenant de cinéma à 10 000 balles le truc, je sais pas, enfin des trucs comme ça. On me fait des trucs avec des trucs et en fait là on sort exactement, je fais l'inverse de ce que je viens de dire et ça marche pas très bien. Et donc il faut être capable justement de repartir des choses simples pour une fois que tu as 500 000, 1 million, 2 millions de followers, finalement te remettre sur un truc plus compliqué parce que tu as les moyens de le faire, quoi. C'est ça la difficulté de cette prod de contenu. C'est contraignant. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai oublié de dire que j'avais une femme et 3 enfants aussi, tu vois. Et voilà, et c'est 40%, c'est quasiment 2 jours par semaine la production de contenu pour moi. Hein. Donc, en plus de quelques boîtes à gérer, c'est pas rien, quoi. C'est vraiment un truc permanent. La nuit, je me réveille, je me dis, putain, demain, attends, je reçois qui? Ah oui, c'est un tel. Enfin, voilà, j'ai toujours des fiches de prod, de choses. C'est un rythme sans fin, quoi. Mais c'est cool. Ouais. Bon, en tout cas, si vous cherchez des conseils TikTok, c'est pas nous 3. Conto, la prochaine fois, il faudra inviter un expert TikTok. Il nous reste peu de temps, on va passer à la question du public ou des réseaux sociaux. Je ne sais pas, qui veut poser des questions? Ça y est, repéré. J'ai pas vu où elle était. Là-bas. Ah, super, merci, excuse-moi. Bonjour. Une petite question pour Mathieu. Donc moi, je m'appelle Pierre-Antoine, je suis coach sportif diplômé d'État maintenant, mais pendant longtemps, j'ai travaillé en agence de publicité. Donc je crée beaucoup de contenu, beaucoup de contenu. Et aujourd'hui, pour mon activité, je me suis posé la question des réseaux sociaux. Justement, il y a un peu ce que j'appelle le syndrome de Frankenstein, qui est, ce que tu disais aussi un petit peu, c'est qu'à un moment, tu te retrouves parfois à la limite pas de l'épuisement, mais en tout cas, on va dire, de donner tellement à ta créature, tellement à ce qu'on appelle ton bébé, mais qui finalement peut aussi devenir un petit peu un monstre. Et je voulais que tu développes un petit peu sur comment tu arrives à dompter et on va dire à maîtriser ce bébé monstre dans ton quotidien, en fait. De contenu, tu veux dire? Ouais, dans cette course au contenu, en fait, de se dire qu'il y a un moment, comment tu trouves cet équilibre, en fait. Mais je le dompte absolument pas. Hein. C'est donc clair, je le subis complètement. Je réponds à un message sur, je sais pas, j'essaye d'avoir du monde qui m'aide, qui m'entoure. On en parlait tout à l'heure avec Félix, hein, qui me dit... oui, c'est moi qui t'ai écrit plein de messages. Je lui dis, ah bon, je ne sais pas. Et voilà, j'essaie de scanner toujours un peu les choses importantes. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'est pas dans une relation one-one, en fait. C'est une relation one-many. Donc, du coup, quand tu rentres dans enfin, faut l'assumer à un moment, dire, moi, typiquement, quand on me dit, est-ce qu'on peut boire un café ensemble? Non, parce que moi, ce que je donne, c'est autrement. C'est un instant avec Pierre-Édouard Sterrin qui va me raconter qu'il veut être saint, avec un T à la fin, qu'il veut être canonisé, après avoir été milliardaire. Bon, tu vois, c'est des moments assez uniques que je réussis à aller chercher en travaillant autrement. Donc, c'est sûr que tu fais des croix sur des choses que tu aimerais faire, parce qu'en fait, j'aimerais bien boire des cafés avec tout le monde tout le temps, puisque je mettrais des micros tant qu'à faire. Mais voilà, donc je le dompte pas vraiment. Après, tu fais des choix quand même. C'est-à-dire que tes choix, tu les fais sur des blocs-temps notamment. Tel jour, je gère tel business. À telle heure, je fais telle chose. Tel soir, je vais à la piscine. Voilà. Mais toi, tu publies assez peu sur les réseaux sociaux. Pardon pour le micro. J'ai beaucoup changé de vie, pour le coup, il y a 3 ans, et c'est ce que j'ai fait. Et en même temps, je voulais pas être esclave à nouveau je voulais pas être esclave de mon, entre guillemets, de mon parcours. Le mot, il est trop fort, parce qu'il y a un moment, ça fait partie de moi, mais je voulais aussi développer quelque chose de différent, d'être plus sur l'humain. Donc finalement, aujourd'hui, ma communication, elle se fait plus, on va dire... avec mon bâton de pèlerin et sur le terrain ou à travers ce genre d'événements. Parce que le fitness et les réseaux sociaux, c'est quand même un peu le combo magique, quoi. Mais en même temps, le business model, il y a beaucoup de paillettes, mais il n'est pas si évident que ça, en fait. Donc, et puis il y a beaucoup d'acteurs. Ouais, il y a beaucoup d'acteurs finalement. Donc ça fait rêver ce modèle-là, mais finalement, à date, en tout cas, j'essaie de le challenger par rapport à mes objectifs. Ouais. Chacun sa méthode. Parce que je l'ai connue, l'ancienne, en fait. Donc, j'ai pas envie de la revivre. Enfin, c'est juste ça. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour le prochain atelier. Merci à tous les deux, Aurélie, Mathieu. C'était très sympa de vous avoir.